d'applaudir très fort Charline Goutal-Redrado, avec qui j'ai un point commun, puisque nous sommes tous les deux jeunes parents. Et nous avons goûté aux joies des nuits blanches. C'est ça. Là, elle est en train de me dire, moi, je dors moins que toi. Toi, tu ne te lèves pas toutes les nuits. C'est ça, exactement. Je vais faire une rapide présentation et vous m'arrêtez à n'importe quel moment dès que ça ne correspond plus à la réalité. Ok, C'est parti. c'est un bon test. Top départ. Charline, donc vous avez 25 ans, vous êtes diplômée d'ESSEC. J'ai pas 25 ans, Vous malheureusement. avez quel âge? 32. 32 ans. Mais j'aurais préféré avoir 25 ans. Alors, je vous jure que c'était pas une blague. Il y a vraiment marqué 25 c'était ans. pas une blague? Non, il y a vraiment marqué 25 ans. Merci pour ce moment de solitude. Donc, Alors, j'ai monté Naya à 25 ans. ah, vous avez monté à 20... Ah oui, mais c'est ça, à 25 ans. C'est moi qui ai mal lu. Ah oui, vous avez en effet 32 ans, c'est ça? C'est ça. 32. Donc, à 25 ans, d'où l'importance de la contraction A. À 25 ans, diplômé d'ESSEC, Oui. vous aviez déjà créé 2 sociétés et revendu l'une d'entre elles. J'ai créé une société et monté la deuxième. Quand j'ai dit tout à l'heure, vous m'arrêtez à n'importe quel moment, C'est pas c'était... grave. On peut la refaire. Donc, à 25 ans, ok, J'ai cette déjà vendu une société et j'ai monté une deuxième société. Voilà. D'accord. Après une formation complémentaire de styliste et un passage dans un cabinet de conseil spécialisé en achat, vous débutez votre carrière au sein du groupe LVMH chez Louis Vuitton. C'est ça. À 24 ans, forte de ces expériences dans de grandes structures, vous décidez de vous lancer dans l'entrepreneuriat et vous montez votre première start-up, heroistyle.com. C'est ça. Un an après, vous créez votre marque de lingerie avec l'objectif de bousculer les codes traditionnels. Et votre société Naya a levé 2 millions d'euros début 2017 afin de financer sa croissance, investir dans un nouveau canal de distribution et recruter. C'est ça. Comme quoi. Alors ma première question, Charline, sera celle-ci. Mais diantre, Charline, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter une belle maison comme LVMH pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et créer votre marque? Alors en fait, pour moi, travailler dans un grand groupe, c'était un passage depuis le début, puisque depuis mon adolescence, j'ai ce rêve de créer une marque de lingerie, parce que je suis passionnée par la mode depuis longtemps et par la féminité de manière générale. Et donc j'ai toujours eu envie d'avoir un impact dans ce secteur-là, sur ce marché-là. Donc pour moi, ça faisait partie de mon parcours, voilà, à la sortie de mes études, de passer par un grand groupe, de aussi voir un petit peu ce que c'était en cabinet de conseil, voilà, sachant que j'étais pas en marketing chez Louis Vuitton, mais j'étais en finance. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, a priori en tout cas. En revanche, ça a été ce parcours-là, il m'a vraiment permis, et il me permet toujours aujourd'hui, d'avoir les briques pour être une chef d'entreprise en fait. D'accord. Donc on a compris, parce qu'on avait discuté avant, on a compris que vous étiez très déterminé depuis le départ pour créer votre entreprise et vous saviez ce que vous vouliez, vous aviez des objectifs très clairs. Et on sait, entre le projet et la réalité, ça ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu. Comment ça s'est passé pour vous? Alors effectivement, ça ne se passe pas toujours comme on a prévu, enfin même rarement comme on a prévu. Moi au départ, j'avais vraiment l'idée de lancer des abonnements de box de lingerie, parce que ça n'existait pas, et à l'époque, c'était l'explosion des abonnements de box. Et c'est un modèle qui est extrêmement intéressant d'un point de vue financier, puisqu'il y a la répétition, etc. Et les gens s'engagent. En revanche, quand j'ai fait mon business plan, d'où l'intérêt de faire un business plan, je me suis très vite rendu compte que c'était pas viable si j'avais pas des moyens de communiquer qui étaient importants, parce que les gens n'allaient pas s'engager sur un abonnement et payer upfront un abonnement s'ils ne connaissent pas la marque. Et donc j'ai shifté mon modèle et je me suis dit ok, je vais commencer par monter une marque. Vraiment la faire monter en notoriété, avoir une stabilité aussi financière. Et une fois que j'aurai bien stabilisé ce premier business model-là, l'idée c'est de pouvoir ajouter le modèle d'abonnement. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et il y a 1 an et demi, j'ai lancé le modèle d'abonnement qui, en très peu de temps, a représenté une grosse partie de mon chiffre d'affaires, puisqu'aujourd'hui c'est 40% de mon chiffre d'affaires. D'accord. Alors on sait tous que la vie de chef d'entreprise, elle est remplie de joie, de bonheur, de succès, de réussite. Mais on sait tous, on le vit, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Et est-ce que vous pouvez nous parler des plus grosses difficultés que vous avez rencontrées et surtout de la capacité que vous avez eue à les surmonter? Alors,
J'aime bien la question, elle est hyper positive, mais je la mettrais plutôt à l'inverse. Et l'entrepreneuriat, ça n'est pas un long fleuve tranquille, et il y a des joies et des succès. C'est plutôt l'inverse pour moi. Et c'est ça que j'adore aussi dans ce métier, c'est vraiment qu'on a une adrénaline en permanence. C'est un rythme de vie complètement dingue, et moi personnellement, je suis droguée à ça. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est quand même gérer des problèmes, des problématiques et des problèmes. Finalement, on a quand même, enfin, peut-être que je suis pessimiste, j'en sais rien, mais relativement peu de succès, ou en tout cas, ça se fait attendre, ça se construit. Alors après, j'ai eu beaucoup d'étapes cruciales. Je pense que la première, j'ai envie d'en parler de deux, si j'ai le droit. Et vous Si j'ai le pouvez temps. même 3. La première, qui était au début, c'est que j'avais un engagement très fort éco-responsable et éthique, donc j'ai commencé par du Made in France. Et donc c'était peu de temps après l'élection de François Hollande. Et il y avait eu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, les anciennes de Le Jabi, qui ont été licenciées des ateliers de confection de la marque Le Jabi, qui ont remonté un atelier de confection à Villeurbanne, près de Lyon. Et moi, j'avais suivi cette histoire, et elles ont lancé un crowdfunding qui a fait pas mal de buzz, voilà. Et je les ai appelés, je leur ai dit, moi, je ne peux pas participer à votre crowdfunding. En revanche, je suis en train de monter ma marque, et ce que je peux faire, c'est de votre premier client. Et ça a tombé pile poil pour elles, et donc j'ai été leur premier client. Et alors là, c'était vraiment plutôt un succès au départ, puisque ça nous a permis de monter en notoriété ensemble. Il y a eu des reportages faits avec elle et nous, etc. Donc on est très vite monté en notoriété. Le Made in France était en plus en pleine croissance, on va dire. Et en fait, il se trouve que 2 ans et demi après, les atelières, donc c'est le nom de l'atelier, a fait faillite. Sauf que moi, évidemment, je n'avais pas les moyens et la croissance pour pouvoir avoir plusieurs ateliers de confection à l'époque. Et donc, j'avais tout chez elle. Et un soir, j'ai la responsable de l'atelier qui m'appelle et qui me dit « Charline, il y a un problème. » Ah d'accord. Va falloir que vous descendiez à Villeurbanne dans la nuit, récupérer vos matières et votre production, parce que sinon, elle va être saisie par un huissier et vous ne pourrez plus la récupérer pendant au moins 6 mois. Et donc, moi, c'était mon seul moyen de faire du chiffre d'affaires. J'avais investi en fonds propres seule dans ma société. Ça faisait 2 ans que je vivais sur mon chiffre d'affaires. Et donc, si j'avais plus la possibilité d'avoir mes produits, bah, en fait, je ne vendais plus et je ne vivais plus. Donc, c'était crucial pour moi de trouver un camion en urgence et de descendre dans la nuit, chose que j'ai faite. J'ai pris mes matières, j'ai pris ma production et je suis remontée. Et là, j'ai fait face à un problème complètement, que je n'avais pas anticipé, évidemment. C'est que je n'ai pas retrouvé d'atelier Made in France. Or, ma communication était quand même très axée sur le Made in France. Donc, je me suis dit, OK, donc j'ai pu mon outil de production. Ma stratégie, elle est quand même pas mal déviée, puisque je ne peux plus communiquer sur du Made in France, en tout cas dans la confection. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'ai 2 solutions. Soit je fais profil bas et je continue à produire en délocalisant et je n'indique pas ça. Et je mets mes clients un peu dans la confusion. Mais peut-être que ça me sauve un peu. Et de l'autre côté, je fais carrément un vrai coming out en disant, en fait, voilà ce à quoi je fais face. Je vais être hyper transparente avec tout le monde, les médias, mes clients. Je vais délocaliser. J'ai trouvé un atelier en Tunisie. Je vais garder mes matières françaises, mais je suis obligée de faire ma confection en Tunisie. Et j'ai choisi la deuxième option. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de mal à mentir. Je ne sais pas faire. J'ai remarqué qu'elle a été... Quand je lui ai dit qu'elle avait 25 ans, elle a tout de suite reconnu qu'elle avait pas 25 ans. Malheureusement. Et donc voilà, j'ai décidé de carrément faire un communiqué de presse et d'expliquer l'histoire. En plus, comme on avait fait des reportages, dont un gros documentaire sur France 2 avec les atelières, les gens ont pu suivre l'histoire, et mon histoire aussi, sur laquelle j'ai toujours été très transparente. Et finalement, j'avais tellement peur quand j'ai fait cette annonce, parce que je me suis dit, je signe la fin de la boîte. Et en fait, ça a fait une énorme croissance d'un coup, parce que les gens ont adhéré aux valeurs de transparence et d'éthique. J'ai baissé les prix, parce que j'ai répercuté, en fait, ce que je gagnais sur mon coût de revient, je l'ai répercuté sur le prix de vente, ce qui fait que j'ai baissé mes prix par 2, tout simplement. Juste à titre indicatif pour les femmes qui sont là, parce que je ne pense pas que les hommes le sachent, mais à l'époque, je vendais une culotte à 55 €, ce qui est hyper cher, évidemment. Et aujourd'hui, on est à 29 €. Et en plus, on a réussi à augmenter la qualité. Donc voilà, et donc ça a fait qu'on a touché une cible beaucoup plus large. Donc ça, c'est la première grosse étape. Et la deuxième grosse étape, j'aurais pu dire ma levée de fonds de 2 millions il n'y a pas longtemps, mais en fait, ma deuxième grosse étape que j'ai surmontée là, c'est il y a quelques semaines.
J'ai accouché il y a quelques semaines, comme vous l'avez dit. Et en fait, juste avant d'accoucher, j'ai eu l'immense et brillante idée de vouloir changer le nom de ma marque, puisqu'on était avant, on s'appelait Ma Petite Culotte, de lancer une boutique physique de 70 mètres carrés en plein cœur du Marais, tout ça en 1 mois. J'ai mon associé, une semaine après que j'ai accouché, qui m'a annoncé qu'il allait quitter la société, parce qu'il était plus épanoui. Et j'ai demandé un bridge à mes associés, à mes actionnaires, en même temps. Donc j'ai cumulé beaucoup de choses. J'ai aussi un salarié qui est parti, j'ai fait 3 recrutements, enfin voilà. Et en fait, j'ai eu cette espèce de confusion entre ma vie perso, ma vie pro, tout se mélanger, pas de sommeil, et être sur tous les fronts. Et je me suis dit, ok, je vais jamais y arriver. Et en fait, je pense que c'est ça être entrepreneur, c'est prendre chaque problème, trouver sa solution et essayer de ne pas tout faire en même temps. Et on peut être hyper tenté, notamment au début, de vouloir être sur tous les fronts et de ne pas prioriser. Et en fait, je pense que là, j'arrive à la fin de cette période et prioriser, c'est hyper important. Merci pour ce discours plein de vérité, en tout cas. Vous voyez qu'on se plaint souvent de la période fiscale, mais la vie de... Franchement, moi, finalement, j'ai dit j'ai des TVA en retard, c'est pas grave. Hein. Les collaborateurs se barrent, mais c'est pas grave. Non, nous aimerions vraiment tous vous ressembler. Je pense que... Non. Si. À 25 ans ou 32 ans? C'est quoi, je vais même vous dire même à 50 ans. Ouh. Ma femme n'est pas là, c'est pas filmé au moins. Chérie, c'est pour déconner. Et donc, avec Yannick, enfin c'est surtout Yannick, parce que moi je me désolidarise de cette question, surtout Yannick, vous voulez savoir, est-ce que vous aviez des rituels le matin? Est-ce que vous êtes plutôt thé au café? Est-ce que vous avez des rituels le matin? Alors le matin, je me lève à 6h30, je fais une demi-heure de yoga, je prends des fruits, voilà. Ensuite, je fais un bisou à ma fille et puis je vais en vélo au bureau et non, pas du tout. En fait, je suis pas du tout du matin. En gros, comment se passe votre journée type? En fait, la vérité, c'est que j'ai pas de journée type. Donc il y a des matins où je me lève à 5h et des matins où je me lève à 8h. Bon, maintenant avec un bébé c'est un peu plus compliqué, mais voilà. J'arrive pas du tout à faire du sport le matin, bien que je fais quand même à peu près 3 heures de marche par jour parce que je fais tout à pied. Je prends rarement le métro, sauf là pour venir ici ce matin. Là, c'était juste 2 heures de marche d'un coup. Là, je me suis dit c'est compliqué. Ensuite, je carbure au café pas mal. Je mange beaucoup de fruits pour tenir et je fais pas mal de sport le soir, on va dire. Voilà. Pas de rituel particulier. L'organisation, vous n'avez pas de rituel particulier? Non, j'ai pas de rituel autre, je mange jamais à la même heure. Enfin, non, c'est cata, quoi. La cata. Voilà. Je suis pas du tout un exemple. Bah, merci beaucoup pour tant de franchise et pour tous les conseils que vous nous avez donnés. Je pense qu'ils nous feront avancer. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Ne buvez pas de café. Ne buvez pas de café et prenez la voiture polluée. Le diesel, c'est très bon. Merci Charline. On peut vous applaudir très très fort. Et j'ai une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à un jeune ou une jeune entrepreneur? Alors ça, c'est une question qui est intéressante. Il y a beaucoup de conseils. Les principaux pour moi, je les résume en une théorie que j'ai nommée les 3 P. Pour moi, la passion, c'est le premier P. C'est ce qui m'a toujours déterminée à garder cet espoir parce que je suis heureuse d'entreprendre dans ce que j'ai entrepris. J'aime mon secteur, j'aime mes clients, j'aime mon équipe. Mais parce que justement j'ai cette passion à la base qui m'anime en permanence. Donc ça c'est le premier P. Le deuxième P c'est la patience. Alors à la base je suis pas du tout patiente, je préfère vous le dire, mais j'ai appris la patience avec l'entrepreneuriat. C'est hyper important de pas brûler les étapes et c'est quelque chose qui est hyper tentant. Et je pense que j'ai fait plusieurs bêtises en voulant brûler les étapes et je me suis rendu compte que c'était un gain de temps finalement d'être patiente, que ce soit pour lever des fonds, que ce soit pour recruter, que ce soit, enfin voilà, il y a plein de choses où il faut prendre son temps. Et le troisième P, c'est la persévérance. Parce que finalement, jamais rien n'est gagné. C'est pas parce qu'on fait une levée de 2, 3 millions, 10 millions, peu importe la levée qu'on fait, peu importe les succès qu'on a pu avoir, peu importe les bidas qu'on peut avoir, c'est jamais acquis, jamais acquis. Et moi, c'est ce que j'adore dans ce métier. Mais voilà, ça demande beaucoup de persévérance. Merci Charline. Merci à vous.